Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. 17h41, on a avec nous en ligne Francis Labbé qui est porte-parole chez Hydro-Québec. Comment ça va, Monsieur Labbé? Ça va très bien, Monsieur Pierre, et vous? Oui, ça va toujours bien, moi. Ça va toujours bien, même quand ça va mal, Monsieur Labbé. Alors, que voulez-vous? Et aujourd'hui, il fait très beau, hein? Oui. Très beau, et c'est vraiment, on est au tout début de l'été en espérant qu'on va avoir des journées aussi de pluie, parce que ça prend de la pluie pour atténuer la rage des feux de forêt, Monsieur Labbé. Et ces feux de forêt nuisent à Hydro-Québec pour le transport de l'électricité. J'essaie de comprendre la chose. Oui. Alors, voici, c'est un phénomène physique. Imaginez les pylônes, les structures métalliques avec les fils qui passent, qu'on appelle des conducteurs. Donc, ce sont ces lignes de transport à haute tension qui transportent donc les électrons des centrales du Nord jusqu'au marché de consommation dans le sud du Québec, donc Montréal, Québec et autres. Et le principal isolant de ces câbles-là, ces conducteurs, c'est l'air elle-même. Comment vous dites ça? C'est l'air qui est le principal isolant. Isolant. Oui. Donc, le fait que les câbles soient entourés d'air fait en sorte que l'électron reste continuellement dans le câble d'acier. Oh, alors ça, je ne le voyais pas du tout, hein? Bon, entre le fil de cuivre et l'élément qui protège le fil, il y a de l'air qui circule. Non, en fait, quand on parle de câble à haute tension, mettre une gaine en caoutchouc serait complètement inutile parce que ça fondrait tout de suite en raison de la température, en raison de la charge électrique qu'on retrouve. Donc, quand on parle de câbles à haute tension, ce sont des câbles d'acier torsadés et il n'y a aucune enveloppe. Il n'y a aucune enveloppe. Il n'y a aucune enveloppe parce qu'elle fondrait de toute façon. OK. Donc, dans le fond, depuis les années 60, d'ailleurs, la ligne à haute tension, 735 kV, c'est une invention d'Hydro-Québec. Oh. Et depuis le début, donc, l'air sert de principal isolant pour s'assurer que l'électron reste dans le câble. Le phénomène qui se passe quand il y a beaucoup de feux de forêt ou qu'il y a beaucoup de fumée qui enveloppe ces câbles-là, c'est que les particules en suspension dans l'air en provenance de la fumée, ça donne ni plus ni moins que l'opportunité aux électrons de se trouver un autre chemin que le câble d'acier pour atteindre le sol, par exemple. Donc, ça fait un arc électrique qui peut entraîner le déclenchement de protection sur la ligne parce qu'il y a une fluctuation rapide dans l'énergie et finalement, les systèmes de protection s'enclenchent pour couper le courant, histoire de ne pas ruiner quoi que ce soit. OK. Une explication vraiment scientifique. Avec ça, je suis ingénieur, là, hein? Mais c'est vrai! Mais écoutez, je vais aller un peu plus loin dans l'exemple. Donc, si en temps normal, il ne se passe rien, parce que l'air est sain, donc quand il y a de la fumée, ça peut créer des pannes. Et c'est arrivé, depuis le début de la saison des feux actuelle, c'est arrivé 2 fois. Okay. Donc, la première fois, c'était le 1er juin dernier. Vous vous souviendrez peut-être, il y avait environ 240 000 clients d'Hydro-Québec qui étaient en panne. Alors,
Cette fois-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un très important feu de forêt tout près des lignes à haute tension qui nous arrivent du Labrador, donc Churchill Falls au Labrador, qui est une importante centrale hydroélectrique. Et le feu, en étant tout près de la ligne, a généré un panache de fumée très dense. Et là, il y a non pas une, mais bien deux lignes à haute tension qui ont eu ce phénomène-là où l'électron est passé. Donc, il y a eu un arc électrique en raison de la présence de particules dans l'air. Mm-hmm. Et ça a entraîné donc des pannes majeures, 250 000, 240 000 clients qui ont été privés d'électricité. Ça a été rétabli très rapidement, mais quand même, ça démontre que ce phénomène-là est bien réel. Quand il y a un imposant panache de fumée plein de particules en suspension, ça peut effectivement causer des maux de tête à nos gestionnaires. Et là, la façon de résoudre ce problème-là, c'est de remettre le système dans un environnement sans fumée ou, enfin, très peu de fumée. Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, ce qu'on peut faire, c'est attendre que le nuage passe et réenclencher la ligne. Et généralement, c'est ce qu'on fait et ça fonctionne parce que le nuage de fumée n'est pas toujours aussi dense pour entraîner ce genre de situation-là. Mm-hmm. Par contre, il y a un autre phénomène, il y en a à peu près à tous les jours de ce genre de déclenchement-là, mais ça ne se produit pas par des pannes chez nos clients parce que le réseau de transport est conçu en toile d'araignée, donc un tronçon qui est coupé en raison d'un déclenchement causé par la fumée, bien, l'énergie sera transitée ailleurs pour pouvoir rejoindre les consommateurs qui, normalement, sans faire de jeu de mots déplacés, n'y verront que du feu. Et on n'y pense même pas, et pourtant, le réseau qui nous alimente en priorité est en panne, sauf que, bon, il y a eu une bifurcation quelconque pour nous permettre de jouir de l'électricité. C'est bien fait. C'est exactement ça. Et puis, c'est ce qu'on veut. Idéalement, on veut éviter que la personne chez elle subisse une panne d'électricité. Donc, vous allez peut-être remarquer ces jours-ci des petites fluctuations dans l'éclairage de votre domicile. Ça peut être causé par cette réaction-là qui se fait en une fraction de seconde. Une ligne qui tombe momentanément en raison de la fumée, on réenclenche un peu plus tard. Entre-temps, on achemine par d'autres moyens. Donc, le service chez le client n'est pas interrompu. Et Monsieur l'abbé, les clignements qu'on voit assez régulièrement, là, c'est pas une panne, mais ça cligne de l'œil et puis ça nous fait dire un comme quoi, hein? Et si d'un coup là on manquerait d'électricité, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ça peut être une fluctuation, mais vous avez raison, c'est un peu le même procédé, mais d'une autre échelle. Donc, prenons par exemple un animal qui malheureusement s'aventurerait dans un poste de transport. L'animal entre en contact avec un transformateur et là déclenche le transformateur. Il y a un court-circuit qui se fait et là, le réseau est conçu de manière à pouvoir aller chercher ailleurs l'énergie nécessaire pour desservir les clients. Donc là, quand ça se produit, ça peut faire une fluctuation de quelques microsecondes dans votre éclairage à la maison. Mm-hmm. Et ça reprend tout de suite. On ne voit que le climat et pourtant, c'est toute une opération qui est derrière ça. Absolument. Et c'est ce qu'on appelle la redondance. Donc, le réseau a des redondances, donc a des options alternatives pour acheminer l'énergie. Et quand il y a quelque chose qui flanche, il y a un autre chemin qui permet d'y arriver. Les réseaux sont conçus comme ça, principalement, d'ailleurs, en ce qui concerne le réseau de transport, depuis la crise du verglas en 1998. Mais j'ai toujours dit, et puis je me bats avec les gens très sérieux et très savants d'Hydro-Québec pour leur dire que depuis le verglas de 98, notre système a perdu de son tonus, mais que voulez-vous? Il y en a qui me disent oui, il y en a qui se gênent, se gardent une petite gêne pour ne pas dire oui. Donc, mais vous êtes Monsieur l'abbé, vous allez me dire que oui, vous avez constaté que depuis 98, oui, pour des raisons peut-être externes, le réseau est moins fiable. Je vous dirais que le réseau est encore plus robuste
qu'il ne l'était à cette Bon. époque-là, M. Pierre. Oui, je m'excuse de vous contredire parce que je vous parle du réseau de transport. Ouais. C'est une des raisons pour laquelle on a aménagé des tronçons de lignes de transport supplémentaires comme Miquois, Saguenay, Chamouchouane, bout de l'île. Donc, pour approvisionner la région métropolitaine par d'autres chemins que ceux qu'on connaissait à cette époque-là. Donc, si vous me demandez, est-ce que le réseau est moins fiable au niveau du réseau de transport depuis 98, je vous réponds non, au contraire. D'ailleurs, à cette époque-là, on n'avait pas ce qu'on appelle les pylônes anti-chute en cascade. Donc, l'effet domino qu'on a eu en 1998 avec les pylônes qui s'effondraient les uns après les autres, ce n'est plus possible, même avec un verglas un peu plus important que ce qu'on a eu à l'époque. Parce que récemment, là, on a eu un verglas de beaucoup moindre importance, et puis on a eu des dégâts et des dégâts et des dégâts, là. Oui, absolument. Donc là, ça, c'est un autre phénomène. En 1998, c'était le réseau de transport qui a été touché. Donc ça, c'est les artères. C'est comme dans le corps humain, c'est l'équivalent des artères qui amènent le sang un peu partout aux organes. Mm-hmm. Là, lors de Pâques dernier, c'était un verglas qui a touché la végétation, donc avec à peu près, je pense que c'était 3 cm et demi de glace accumulée sur des arbres. Et ça s'est effondré sur notre réseau, non pas de transport, mais de distribution. La principale différence, M. Pierre, c'est que quand on rétablit un réseau de transport, on rétablit les gens à coût de dizaines de milliers. Mais quand on a des pannes dans un réseau de distribution, là, on commence par des pannes qui touchent beaucoup de gens, mais plus on avance, plus on a des pannes extrêmement complexes, mais qui vont ramener 2, 3, 4 clients du coup. Ouais. Ce qui fait que les luttes au verglas comme celui qu'on a eu à Pâques dernier, je vous dirais que c'est très long. Et les dommages, souvenez-vous, étaient considérables. Et il y a quelqu'un qui m'a expliqué par ailleurs que c'est un moment de l'année où les arbres, la sève monte dans les branches, donc les branches sont encore plus pesantes. Plus vigoureuses, oui. Oui, c'est ça, donc pleines de sève. Et là, en plus, on rajoute presque un pouce de verglas là-dessus. Les branches s'effondrent, les arbres cassent, ça tombe sur le réseau. Et là, ça fait les dégâts qu'on a eus. Et oui, malheureusement, les gens ont été en panne longtemps. On aurait voulu que ça se passe autrement, mais c'était toute une panne, celle-là, je vous dirais. Alors, Francis Labbé, merci pour le cours de génie électrique 101 que vous nous avez dispensé. Et j'aurais jamais cru. C'est vrai que le feu peut amener à détruire, par exemple, le câble le plus solide, oui, mais ça, c'est le cas extrême. Mais maintenant, seulement la fumée qui a des incidences sur la conduction de cette électricité, je vous assure que je ne l'avais pas vu comme ça. Merci de nous permettre de dormir moins niaiseux ce soir. Monsieur Labbé. Je vous souhaite une belle soirée à vous et à vos auditeurs. Et je vous souhaite un bel été, Monsieur Labbé. Merci, vous aussi. Merci, au revoir.